Je m'appelle Daniel et ce que je vais vous raconter est une expérience de mort imminente si vive et intense qu'elle restera gravée à jamais dans ma mémoire. En racontant cela, je dois admettre que je rassemble des fragments de ce qui s'est passé, même si je ne peux pas garantir que chaque détail soit parfaitement exact, je fais de mon mieux pour le partager aussi honnêtement que possible, en me basant sur les notes que j'ai prises par la suite. J'ai partagé cette histoire avec mes amis et ma famille à de nombreuses reprises, mais c'est la première fois que je la raconte publiquement. En tant que pasteur dirigeant une grande congrégation, j'espère que vous me pardonnerez si je me laisse un peu emporter par l'émotion. C'est parti. La première chose que je n'oublierai jamais, c'est le ciel. Il n'était pas seulement sombre ou couvert, c'était cet orange furieux et brûlant qui donnait l'impression que le monde entier était en feu. Et, d'une certaine manière, c'était peut-être le cas. Les gratte-ciels imposants autour de moi s'effondraient au sol dans des explosions massives, des morceaux de béton pleuvant comme une grêle mortelle. L'air était épais, étouffé par la fumée, et empli des cris des gens qui, comme moi, couraient pour sauver leur vie. Je me souviens de la panique, de la terreur absolue sur les visages de tous ceux qui m'entouraient. Nous courions tous dans les rues, esquivant les flammes et les débris volants, essayant désespérément de suivre la foule chaotique. Puis, de nulle part, j'ai trébuché. Je suis tombé durement sur le trottoir, et quand j'ai levé les yeux, c'est là que je l'ai vu. Un char d'assaut. Il roulait dans la rue, comme dans les films d'action, massif, intimidant, avec un canon pointé vers nous. Mais ce n'était pas une scène de fiction. Ce char d'assaut était réel. Il était orné de drapeaux que je n'avais jamais vus qu'aux informations, les emblèmes inimitables de puissances étrangères, comme la Chine et la Russie. Et les soldats, ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu auparavant. Leurs visages étaient froids et durs, et leurs armes pointaient directement sur nous. C'était comme si j'étais tombé dans un cauchemar. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit, ce n'est pas possible. Pas ici. Pas dans mon pays. Mais la réalité était indéniable. J'ai regardé autour de moi et tout m'était aussi familier que terrifiant. Les bâtiments, c'étaient les miens. Les panneaux de signalisation, c'étaient les nôtres. Même au milieu du chaos, je pouvais encore reconnaître les rues que j'avais parcourues d'innombrables fois. Pourtant, en un clin d'œil, elles n'étaient plus les mêmes. La ville que j'aimais s'était transformée en zone de guerre, grouillant de soldats étrangers et même de traîtres, des gens qui étaient autrefois à nos côtés et qui se battaient maintenant contre nous, trahissant les leurs. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mon corps a réagi par instinct. J'ai vu une famille coincée sous les décombres, piégée et impuissante. Sans hésitation, j'ai couru vers eux en criant, en agitant les bras, espérant contre tout espoir pouvoir les sauver, ou du moins les mettre hors de danger. Mais ensuite, aussi vite que tout avait commencé, tout est devenu noir. Mais ce que je viens de partager n'est que le début. Ce n'est qu'un petit aperçu de la vision que j'ai eue, et je crois que l'expérience complète comporte un avertissement que nous devons tous prendre en compte alors que nous nous tournons vers l'année 2025. Je sais que certains d'entre vous ont probablement entendu la blague, le pasteur Daniel, le gars qui est toujours à un sermon d'un anévrisme. Je n'ai pas vraiment l'air d'un fanatique de fitness, je l'admets, mais je suis fier de ma routine de vélo du week-end. C'est ma façon de rester ancré dans la réalité. Cela me vide la tête, me donne de l'espace pour réfléchir et m'aide à me ressourcer. En plus, je ne suis pas si vieux, n'est-ce pas? Ce samedi-là, tout a commencé comme n'importe quel autre. J'avais un sermon à préparer, un sermon axé sur l'espoir. Je voulais rappeler à ma congrégation que, quel que soit le chaos qui se produit dans le monde qui nous entoure, nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'était le discours typique d'un pasteur, plein d'optimisme, de force et d'encouragement. J'étais donc là, roulant sur les routes tranquilles de campagne juste à l'extérieur de la ville, l'air frais du matin remplissant mes poumons. Je me souviens de la sensation du vent sur mon visage, de la sérénité du moment alors que je descendais une longue colline, mon vélo prenant de la vitesse, et pendant une brève seconde, j'ai eu l'impression de voler. C'était un moment de paix parfait. Mais c'est justement cette paix qui m'a fait perdre conscience. Le camion est sorti de nulle part, un éclair blanc,
le crissement des pneus lorsque les freins ont été enfoncés, et puis, comme ça, plus rien. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai vécu le scénario classique de la mort imminente, le genre de situation où vous flottez jusqu'au plafond, où vous voyez cette lumière vive vous appeler de l'autre côté. Mais pour moi, ce n'était rien de tout cela. J'avais plutôt l'impression que quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Un instant, je dévalais cette colline en roue libre, sentant le vent sur mon visage, et l'instant d'après, j'étais dans un endroit complètement différent. Au début, j'ai pensé que c'était un rêve, un mauvais rêve tordu. Je me suis retrouvé au milieu d'une ville qui ressemblait à New York ou à Chicago par la taille, mais quelque chose n'allait pas. Les points de repère que je reconnaissais étaient tordus et déformés, comme si la ville entière avait été écrasée et déformée par une main invisible. L'air était étouffant, épais de chaleur, comme si je me trouvais à côté d'un feu de joie qui faisait rage. Les gens couraient frénétiquement dans toutes les directions, hurlant, pleurant, perdus dans une panique qui semblait sans fin. C'était le chaos absolu, une scène tout droit sortie de tous les reportages terrifiants que j'avais vus, le tout réuni en un horrible cauchemar. J'ai essayé d'appeler, de demander à quelqu'un ce qui se passait, mais ma voix a été engloutie par le rugissement de panique et de confusion tout autour de moi. Et puis, je les ai vus. Des soldats marchaient dans la rue, leurs mouvements synchronisés, leurs visages froids et inexpressifs. Mais ce n'étaient pas les soldats que je connaissais, ils n'étaient pas de notre pays. Leurs uniformes étaient ornés de drapeaux étrangers, russes, chinois et quelques autres que je ne pouvais même pas reconnaître. La vue de ces drapeaux m'a frappé d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer. Mon estomac s'est retourné, une torsion profonde et troublante a fait hurler tout mon intestin que quelque chose n'allait vraiment pas. Quelque chose auquel je devais prêter attention. Je ne peux pas expliquer comment je le savais, mais au fond de moi, je le savais. Ce n'était pas une guerre lointaine qui se déroulait à l'autre bout du monde. Ce n'était pas une menace lointaine que nous pouvions ignorer. Non, c'était ici. Cela allait se produire l'année prochaine. Le pays que je connaissais, notre pays, était sur le point d'être déchiré et, pour des raisons que je ne pouvais pas vraiment comprendre, je me suis retrouvé propulsé au cœur de tout cela. Et c'est là que les choses ont pris une tournure vraiment bizarre. Je parle du genre d'étrangeté qui vous pousse à vous interroger non seulement sur votre santé mentale, mais sur la structure même de la réalité. Un instant, j'étais allongé sur la route après l'accident, hébété et désorienté, avec le ciel au-dessus de moi. Et puis, sans prévenir, je me suis retrouvé ailleurs complètement différent, comme si j'avais été arraché à mon monde et plongé au milieu d'un film catastrophe. La scène qui m'entourait était un pur chaos, la panique et la peur s'emparaient des rues d'une ville que je reconnaissais comme étant américaine, même si je ne parvenais pas à dire laquelle. C'était étrange, car la ville me semblait si familière, mais en même temps, tout avait été détruit. Les devantures des magasins étaient éventrées, leurs fenêtres brisées ou condamnées, tandis que les bâtiments penchaient de façon précaire, comme s'ils avaient résisté à une force inimaginable. Partout où je regardais, la fumée s'élevait des incendies qui faisaient rage de façon incontrôlable. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'avais l'impression que le son du monde autour de moi avait été poussé à son maximum. Le bruit des gens qui criaient des ordres et des explosions qui résonnaient au loin emplissait l'air. Mais au milieu de ce chaos, il y avait autre chose, une voix. Pas une voix physique, mais une présence profonde et résonnante dans mon esprit. C'était comme si elle savait tout, avait tout vu. Et le message était sans équivoque, ce n'était pas une guerre qui se déroulait à l'autre bout du monde. Non, c'était ici, sur le sol américain. Et le plus effrayant? Cela arrivait plus tôt que prévu. C'était en 2025. Alors que je restais là, paralysé par le choc, des gens passaient devant moi, paniqués, le visage écarquillé de terreur, se bousculant pour échapper à ce qui avait déclenché ce chaos. Je n'ai pas eu le temps de leur demander ce qu'ils fuyaient, car à cet instant, mon attention a été attirée par les soldats qui sont apparus, au coin de la rue, juste devant moi. Leurs uniformes étaient inconnus, du genre que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ce n'était pas seulement leur tenue étrange qui a attiré mon attention, c'était leur façon de se déplacer. Chacun de leurs pas était délibéré,
précis et calculé. Il n'y avait aucune hésitation, aucune confusion. Qui qu'ils soient, ils n'étaient pas perdus ou incertains d'eux-mêmes. Ils étaient là pour une raison, parcourant les rues comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Et puis, j'ai réalisé de plein fouet que ces soldats n'étaient pas des nôtres. Je sais à quel point cela semble incroyable, mais écoutez-moi bien. Les drapeaux et les insignes sur leurs uniformes ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu voir sur le sol américain. Il y avait des emblèmes chinois mêlés à des pièces russes et même des symboles que je reconnaissais de groupes d'Europe de l'Est, des drapeaux patchwork cousus ensemble de nations qui, dans des circonstances normales, ne s'uniraient jamais. Pourtant, ils étaient là, marchant ensemble à l'unisson, avançant avec un seul objectif clair et net. Et ce n'était pas seulement eux. Aux côtés de ces soldats étrangers se trouvaient des gens d'ici ou des traîtres, des sympathisants et des collaborateurs. Certains portaient des uniformes, d'autres étaient habillés en civil, mais ils travaillaient tous de concert avec l'ennemi, le guidant, le menant comme s'ils s'étaient préparés à ce moment depuis des années. Sans réfléchir, j'ai commencé à bouger. Peut-être était-ce l'instinct, ou peut-être une sorte de vision, mais j'ai ressenti cette aspiration profonde et indéniable à suivre un petit groupe de personnes qui semblaient chercher désespérément la sécurité. Ils semblaient essayer de s'échapper, de trouver un refuge au milieu du chaos, et quelque chose en moi me disait que je devais les rejoindre. Je ne savais pas quoi faire au milieu de tout ça, mais je ne pouvais pas rester là, sans rien faire. Je ne pouvais pas laisser les choses se dérouler sans essayer d'aider. Alors que je commençais à bouger, mes yeux se posèrent sur quelque chose qui m'arrêta net. Une jeune fille, pas plus de 8 ou 9 ans, se tenait seule au milieu de la folie. Son visage était strié de larmes, ses grands yeux cherchant frénétiquement quelqu'un, n'importe qui, au milieu du chaos. Mon cœur se serra à sa vue, et je savais, sans l'ombre d'un doute, que je ne pouvais pas la laisser derrière moi. Elle était perdue, et dans ce monde de cauchemar, je n'allais pas laisser une autre âme s'échapper. Le chaos de la foule était écrasant. La jeune fille, perdue et terrifiée au milieu de tout cela, se démarquait. Ses yeux étaient écarquillés de peur, son corps tremblait alors qu'elle cherchait désespérément une sorte de sécurité. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je savais que je devais l'aider, même si, au fond, je ne savais pas comment. Je me suis penché à sa hauteur, ma voix calme tandis que je lui promettais, je te protégerai. Je ne savais pas si je pourrais tenir cette promesse, mais elle m'a regardé avec un mélange de confiance et de peur, a hoché la tête et a tendu sa petite main. Sans hésitation, je l'ai prise. Et ensemble, nous avons commencé à bouger. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés avec un groupe de personnes qui s'étaient rassemblées dans une ruelle, essayant de trouver refuge contre le chaos extérieur. Ils avaient les yeux écarquillés, la voix basse tandis qu'ils chuchotaient entre eux, racontant les rumeurs et les histoires qu'ils avaient entendues au comment cette alliance étrangère avait pris le contrôle de nos réseaux technologiques, de nos lignes de communication et même de nos réseaux électriques. Les attaques, disaient-ils, n'étaient pas venues avec des chars et des bombes. Non, c'était une attaque contre notre infrastructure même. C'était le contrôle qu'ils avaient pris, pas la force brute. La plupart d'entre nous avaient été coupés du monde avant même de réaliser ce qui se passait. Un homme d'un certain âge, au visage grisonnant, coiffé d'un bandana, hochait la tête d'un air grave. Il marmonnait que les signes étaient là depuis des années, que des gens avaient essayé de nous avertir des vulnérabilités que nous avions laissées s'envenimer. Tandis qu'il parlait, un frisson me parcourut, car je réalisais qu'il avait raison. Ce n'était pas seulement une attaque extérieure. C'était un effondrement intérieur, un lent effondrement qui avait mis des années à se préparer. Ce n'était pas le résultat d'une invasion soudaine et violente, c'était une érosion calculée et méthodique de tout ce que nous avions pris pour acquis. Mais avant que je puisse en comprendre davantage, une voix interrompit l'instant, quelqu'un dans le groupe désigna la rue et murmura d'un ton pressant, « Ils arrivent ». Des soldats, se déplaçant avec une précision inquiétante, marchaient dans la rue, leurs yeux scrutant les bâtiments alors qu'ils balayaient méthodiquement de porte en porte. Une femme à côté de moi marmonna quelque chose sur la façon dont ils rassemblaient tous ceux qui refusaient de se mettre en rang. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, l'ennemi n'attaquait pas seulement de l'extérieur, il était déjà à l'intérieur,
nous démantelant de l'intérieur. Nous devions bouger, mais où? Je n'en avais aucune idée. L'instinct a pris le dessus alors que je ressentais un besoin irrésistible de mettre les gens autour de moi en sécurité. Je n'avais pas de plan, je ne savais pas où aller, mais je ne pouvais pas les laisser derrière moi. Je ne pouvais pas laisser la petite fille derrière moi. D'une manière ou d'une autre, malgré toute la confusion, j'étais devenu une partie de quelque chose de plus grand que moi, quelque chose que je ne pouvais pas abandonner, peu importe à quel point j'avais peur. Et juste au moment où nous pensions avoir un moment pour reprendre notre souffle, nous l'avons vu. Au coin de la rue, rampant dans la rue, se trouvait un énorme véhicule blindé. Sa surface était lisse et menaçante, équipée d'un équipement de surveillance sur le dessus, scrutant lentement la zone. J'avais l'impression que ces caméras nous regardaient directement, analysaient, cherchaient. J'ai serré plus fort la main de la fille, mon cœur battant. Ce n'était pas une patrouille ordinaire, c'était comme s'ils cherchaient quelque chose, pour nous. Et à ce moment-là, j'ai su que nous ne pouvions pas nous arrêter. Nous ne pouvions pas les laisser nous trouver. Dans une telle situation, avec la peur qui plane dans l'air et l'adrénaline qui coule dans vos veines, vos sens deviennent aiguisés comme des rasoirs. Chaque son, chaque mouvement, est amplifié. Bien que j'aie été aspiré dans cette vision ou ce cauchemar lors d'une paisible balade à vélo, j'avais maintenant l'impression d'être ici depuis toujours. Le temps s'était étiré et déformé. Ma réalité n'était plus les routes tranquilles que j'avais parcourues à vélo ce matin-là. Maintenant, je n'étais qu'un autre visage dans une foule terrifiée, luttant pour survivre dans une ville en proie au chaos. Notre groupe est resté proche, se déplaçant dans l'ombre tandis que nous parcourions les ruelles, essayant de passer inaperçus. La main de la petite fille était toujours dans la mienne, et je pouvais sentir son regard se poser sur moi de temps en temps. Ses yeux étaient écarquillés, emplis de peur, mais aussi d'autre chose, de quelque chose de fragile et de précieux, l'espoir. Elle avait placé sa confiance en moi, et cette confiance était lourde, comme un poids que je portais sur mes épaules. À cet instant, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je devais la protéger, quel qu'en soit le prix. Nous avons traversé le labyrinthe de ruelles étroites, évitant les débris et marchant prudemment sur des éclats de verre, la tête basse et nos mouvements rapides. L'air était lourd de tension, et les seuls sons étaient les murmures des gens de notre groupe, échangeant des rumeurs et des bribes d'informations. Certains avaient entendu des émissions piratées, d'autres avaient reçu des avertissements cryptiques. Les forces de l'Alliance s'étaient déjà emparées de la côte, avançant vers l'intérieur des terres, tandis que les grandes villes tombaient comme des dominos. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point cette invasion était méthodique. Elle ne se déroulait pas dans une précipitation chaotique. C'était une conquête lente et délibérée. Ils s'étaient préparés pendant des mois, infiltrant les systèmes, sabotant les infrastructures critiques de manière à laisser notre armée impuissante, se démenant pour suivre le rythme. Nos propres soldats, autrefois symboles de force, étaient désormais isolés, incapables de réagir alors que l'attaque se déroulait avec une précision terrifiante. Plus j'entendais, plus les pièces commençaient à s'emboîter, chacune s'emboîtant d'une manière qui me remplissait d'effroi. Alors que nous atteignions un bref répit entre les bâtiments, le bruit des drones emplit l'air. C'était un vrombissement aigu, comme le bourdonnement d'un millier d'abeilles en colère, et les drones étaient partout au volant bas, balayant les rues avec leur lumière vive vacillant à travers les fenêtres brisées et projetant des ombres étranges sur les portes abandonnées. Nous nous sommes collés au mur, retenant notre souffle, priant qu'ils ne nous remarquent pas. Je pouvais sentir la main de la petite fille dans la mienne, son cœur battant au rythme du mien ou était-ce mon rythme cardiaque que je ressentais? Cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était de rester immobile, de rester hors de vue. L'un des hommes les plus âgés de notre groupe murmura à voix basse, d'une voix amère. Il expliqua que la technologie, autrefois un outil de progrès, était devenue notre plus grande vulnérabilité. Il expliqua que ces drones n'étaient même pas manœuvrés par des mains humaines. Ils étaient entièrement automatisés, équipés de capteurs et de données, et contrôlés à distance. Ce n'étaient pas seulement des drones de surveillance, c'étaient des prédateurs. Ils n'avaient pas besoin de nous voir pour nous trouver, ils pouvaient nous traquer grâce à des signatures thermiques,
des mouvements et même aux plus faibles sons. Ils nous traquaient. Chaque passage au-dessus de nos têtes me semblait être une condamnation à mort silencieuse. Alors que les drones passaient, j'ai senti une prise de conscience essayant s'installer au plus profond de mon ventre. Ce n'étaient pas seulement des outils d'observation. Non, ils scrutaient, à la recherche de signes de résistance, de tout ce qui pouvait être considéré comme une menace pour le nouvel ordre. Et nous, moi, la petite fille et tous les autres blottis dans l'allée où étions leur proie. Après le passage des drones, nous nous sommes enfoncés plus profondément dans l'allée, le silence qui a suivi étant presque plus troublant que le bourdonnement. Chacun d'entre nous était sur le qui-vive, essayant de contrôler sa respiration, gardant son corps pressé contre les murs pour tenter de rester caché. Mais la peur était palpable, épaisse dans l'air. Nous devions continuer à avancer, mais chaque pas semblait être une erreur. Puis, nous l'avons vu à un point de contrôle. Un groupe de soldats de l'Alliance s'était posté juste au bout de l'allée, nous bloquant le chemin. Ils étaient lourdement armés, leurs visages cachés par des masques noirs, leurs mouvements calculés et confiants. Il était clair qu'ils avaient le contrôle, et que nous n'étions qu'un groupe de cibles potentielles de plus. Notre groupe s'est figé sur place, la panique s'insinuant dans nos esprits. J'ai scanné la zone, désespéré de trouver une échappatoire, lorsque j'ai repéré un étroit escalier menant au sous-sol d'un bâtiment voisin. Sans dire un mot, j'ai fait un geste dans sa direction, et nous avons tous commencé à bouger, glissant silencieusement dans les escaliers un par un, espérant ne pas avoir déjà été repérés. Le sous-sol était noir comme du charbon, froid et humide, avec une forte odeur de moisi dans l'air. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres dans l'obscurité, écoutant le faible bruit de pas au-dessus de nous. Les soldats se déplaçaient lentement, méthodiquement, leurs bottes résonnant pendant qu'ils fouillaient. J'avais l'impression qu'ils savaient que nous étions proches, comme s'ils essayaient de nous débusquer. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Pendant quelques minutes angoissantes, j'ai cru qu'ils nous trouveraient, qu'ils ouvriraient la porte du sous-sol et nous tireraient dehors un par un. Mais ensuite, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, leurs pas ont commencé à s'estomper. C'était une sensation des plus étranges, un mélange de soulagement et d'effroi. La tension ne s'est pas complètement relâchée, mais c'était suffisant pour nous permettre de reprendre notre souffle. La femme à côté de moi a laissé échapper un soupir tremblant, et j'ai réalisé que j'avais également retenu mon souffle. Pendant un bref instant, nous nous sommes permis d'espérer au peut-être, juste peut-être, que nous y étions parvenus. Mais cet espoir a été de courte durée. Dans le silence qui régnait au-dessus de nous, nous entendîmes un bruit faible, doux mais indubitable, celui des bottes des soldats qui descendaient l'escalier du sous-sol. Ils entraient. La panique m'envahit, mais je n'avais nulle part où fuir. Les murs se refermaient sur moi et je ne pouvais que tenter de garder mon calme. La petite fille, la main toujours serrée dans la mienne, leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés de terreur. Elle attendait que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Je n'avais pas de plan, mais je savais que je devais agir. Sans réfléchir, je fis signe à tout le monde de me suivre, les conduisant vers une porte latérale qui donnait sur une ancienne buanderie. L'espace était exigu, rempli de tuyaux rouillés et d'équipements cassés, mais il offrait un abri. Nous nous collâmes contre les murs, retenant notre souffle tandis que les pas des soldats se rapprochaient. À travers les petits interstices, je pouvais voir leurs lampes de poche balayer le sous-sol, éclairant les ombres à mesure qu'ils se déplaçaient. Ils parlaient à voix basse, donnaient des ordres, scrutaient chaque recoin. Je pouvais à peine comprendre ce qu'ils disaient, mais j'en avais assez, ils traquaient les dissidents, des gens comme nous, des citoyens ordinaires qui refusaient de se plier au nouveau régime. C'était surréaliste, presque impossible, de les entendre parler de nous comme si nous étions des criminels, comme si vouloir protéger nos familles et nos vies était punissable. Mon cœur a fait un bond lorsque le faisceau de la lampe de poche d'un soldat a soudainement traversé notre cachette. Le temps a semblé s'étirer tandis que la lumière planait, se déplaçant lentement, centimètre par centimètre, au-dessus de notre refuge exigu. Mon corps s'est tendu, me préparant au pire. J'étais prêt à protéger la petite fille, à la protéger, même si cela signifiait faire face à tout ce qui allait arriver. Mais ensuite, heureusement,
le faisceau s'est déplacé et les pas ont continué. Ils ne nous avaient pas vus. Nous étions toujours cachés. Le silence dans la pièce était presque aussi assourdissant que le chaos à l'extérieur. Nous sommes restés immobiles, le cœur battant, jusqu'à ce que le bruit des mouvements des soldats s'estompe complètement. Mais une chose était sûre, nous ne pouvions pas rester ici éternellement. Nous devions continuer à avancer, et vite. Le danger était loin d'être écarté, et nous manquions de temps. Après ce qui nous a semblé une éternité, les soldats ont finalement continué leur chemin, leurs pas s'éloignant au loin. La pièce est tombée dans un silence étrange, le genre de silence qui amplifie chaque respiration, chaque battement de cœur. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement collectif, mais la tension persistait, épaisse dans l'air. Je pouvais le voir sur les visages autour de moi, nous avions survécu cette fois, mais le danger n'était pas écarté. Nous n'étions pas en sécurité. La ville grouillait de soldats, de drones, et qui sait quoi d'autre se cachait dans l'ombre? Ce n'était qu'une question de temps avant que nous devions les affronter à nouveau. Nous étions assis là, dans la pénombre, reprenant notre souffle, le poids de ce qui venait de se passer s'installant dans nos os. C'est Robert, le vieil homme au bandana, qui a rompu le silence. Il s'est penché vers nous, d'une voix basse et ferme, nous parlant d'un camp de résistance dont il avait entendu parler. Un groupe caché dans la zone industrielle, des gens qui se battaient encore, refusant de laisser le monde s'écrouler sous le poids de cette invasion. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose de l'espoir, dans sa forme la plus pure. Une destination. Une raison de continuer à avancer. Il a suggéré que nous essayions d'y arriver avant le lever du jour. Cela semblait peu probable, mais à ce moment-là, c'était tout ce que nous avions. Épuisés et effrayés, nous nous sommes rassemblés, poussés par l'étincelle d'espoir vacillante que Robert nous avait donnée. En silence, nous avons quitté le sous-sol et nous sommes retournés dans les rues sombres et abandonnées. À chaque coin de rue, à chaque ombre que nous croisions, nous avions l'impression d'être observés. Le poids du monde semblait peser sur nous, mais nous avons continué d'avancer. Il n'y avait pas d'autre choix. Le quartier industriel, où la résistance avait pris position, était un coin oublié de la ville. Autrefois centre d'activité florissant, c'était désormais un endroit désolé, reconquis par ceux qui refusaient de tout laisser s'échapper. Alors que nous marchions dans les rues, le silence était assourdissant. Le genre de silence qui vous donne l'impression que quelque chose de monumental est sur le point de se produire comme le calme avant la tempête. Robert nous a montré la voie, ses yeux scrutant chaque bâtiment, chaque ruelle, chaque mouvement. Il était l'homme expérimenté, celui qui avait vu cela venir, et nous lui faisions confiance pour nous guider en toute sécurité à travers le labyrinthe de la ville. Quand nous avons finalement atteint la base de la résistance, c'était comme si nous étions entrés dans un autre monde. Cachés à la vue de tous, cachés derrière des murs oubliés et des infrastructures brisées, c'était un sanctuaire de défis. Une petite lueur de résistance contre la force écrasante qui engloutissait le reste du monde. Maya, la chef de ce groupe hétéroclite, nous a accueillis sans cérémonie. Elle n'était pas du genre à bavarder. Son visage était une carte de l'inquiétude, mais il y avait un feu dans ses yeux, un feu qui refusait de s'éteindre, peu importe à quel point les choses devenaient sombres. Elle nous a donné suffisamment d'informations sur l'histoire pour comprendre la gravité de la situation. L'Alliance avançait depuis des mois, infiltrant les systèmes, prenant le contrôle des réseaux électriques et démantelant systématiquement tout ce qui se dressait sur son chemin. Leur contrôle s'étendait rapidement, et même si la résistance se défendait, les chances semblaient impossibles. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Maya, quelque chose dans la façon dont elle se tenait qui me disait qu'elle n'était pas prête à abandonner. Personne dans cette pièce ne l'était. Ils avaient peut-être l'air fatigués et brisés, mais leurs yeux brûlaient toujours de détermination. C'était une sorte de résolution désespérée, le genre de résolution qui survient quand on sait qu'on n'a plus rien à perdre. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réalisé que nous n'étions peut-être pas aussi désespérés que je l'avais pensé. Il y avait toujours une volonté de se battre en nous. Mais je savais aussi que ce feu pouvait s'éteindre à tout moment, et quand il le ferait, nous le ferions aussi. Il fallait s'y accrocher,
de toutes nos forces, sinon on allait tout perdre. Alors que nous suivions Maya dans le labyrinthe de vieux bâtiments industriels en ruine, un profond sentiment d'incertitude s'est installé en moi. Mon esprit se bousculait sous les questions, la plus importante étant, quelle est ma place dans tout cela? Je n'étais pas une combattante, je n'étais pas entraîné à survivre dans ce genre de monde. Je n'étais même pas préparé à affronter cette réalité brutale. Pourtant, j'étais là, prise dans une tempête de chaos à laquelle je ne pouvais échapper, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais trop vu et ressenti, et je ne pouvais pas simplement m'en aller. C'était comme si j'avais été emporté dans quelque chose de bien plus grand que moi, et maintenant, d'autres me regardaient, attendant quelque chose de moi. Peut-être voyaient-ils en moi quelque chose que je n'avais même pas encore compris, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'ils pensaient que j'avais quelque chose à offrir, même si je ne pouvais pas encore mettre un nom dessus. Nous avons finalement atteint le cœur des opérations de la résistance, un bâtiment délabré fortifié de défense de fortune, des barricades, des fenêtres brisées recouvertes de ferraille et des gens qui se déplaçaient avec détermination, travaillant ensemble. C'était un endroit où l'espoir semblait flotter dans l'air comme un fil fragile, un endroit où les gens faisaient bouger les choses, ou du moins essayaient de le faire. Il y avait une certaine énergie dans l'air, une impulsion électrique qui n'existe que dans les moments de lutte et de défi. Mais au milieu de toute cette activité, je me sentais comme un étranger, toujours incertain de mon rôle. J'essayais d'assimiler tout cela, d'essayer de comprendre pourquoi j'étais là quand Maya nous a conduits dans un petit coin où deux membres de la résistance élaboraient tranquillement une stratégie. La scène autour de moi me semblait soudain, étrange. Le monde semblait flou comme s'il était hors de vue pendant une seconde. Je n'arrivais pas à le saisir, mais je me suis vite débarrassé de cette sensation. Il y avait des choses plus urgentes à présent. Je ne pouvais pas me permettre de me perdre dans mes pensées. J'étais là, coincé au milieu de quelque chose qui me semblait à la fois surréaliste et terrifiant, et je ne savais toujours pas où était ma place. J'étais pasteur, bon sang. J'avais passé ma vie à prêcher l'espoir, à enseigner la foi et à guider ma congrégation. Je n'avais pas été formé pour diriger un groupe face à la guerre ou à l'occupation. Mais au fond de moi, je devais croire que tout cela, chaque moment horrible dont j'avais été témoin, chaque élément de cette réalité tordue avait un but. C'était peut-être pour cela que j'avais eu ces terribles visions. C'était peut-être pour cela que j'étais ici maintenant, pour aider, de toutes les manières possibles, même si je ne comprenais pas encore comment. Mais alors que j'étais là, le malaise dans ma poitrine a commencé à grandir. Quelque chose en moi se tordait, tirant sur les bords de ma raison. Plus je regardais les visages des membres de la résistance autour de moi, plus je me sentais détaché. Le monde autour de moi commençait à se déformer d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Un instant, je me tenais dans un coin sombre, essayant de me concentrer sur les plans qui étaient discutés à voix basse. L'instant d'après, tout semblait flou, comme si je sortais complètement de la vision. Les frontières entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas ont commencé à s'estomper. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose qui ne m'appartenait pas, quelque chose de familier, quelque chose de ma vraie vie. Un flash de mon ancienne église. Le doux bourdonnement de mon vélo alors que je descendais les petites routes tranquilles, le vent sur mon visage. Qu'est-ce que c'était? Je me suis figé. Étais-je en train de perdre le contact avec la réalité? Ou était-ce une sorte de signe, un aperçu de quelque chose qui me rattachait à celle que j'étais avant toute cette folie? Cela n'avait aucun sens, et je n'avais pas le temps de le traiter. La pièce autour de moi semblait se refermer, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être tiré dans deux directions, un pied dans le monde que je connaissais, et l'autre dans ce cauchemar auquel je ne pouvais pas échapper. J'essayais de me libérer de cette idée où il n'y avait pas de place pour les distractions en ce moment. Des vies étaient en jeu, et c'était tout ce qui comptait. Mais au fond de moi, quelque chose bougea. C'était un sentiment silencieux, persistant, qui me tirait, me disant que tout cela n'était pas réel, pas comme je l'avais cru. Je n'arrivais pas à y trouver un sens, mais j'avais l'impression que le sol sous mes pieds bougeait, que le monde commençait à se fracturer. Je savais que je devais aller de l'avant, mais une force primitive dans mes entrailles me tirait vers la vérité. Quelque chose se passait,
quelque chose qui allait bien au-delà du chaos qui m'entourait. Nous étions restés sous terre pendant ce qui nous semblait une éternité, évoluant dans des tunnels étroits et gardant notre présence secrète. La résistance avait un plan, mais à chaque heure qui passait, le doute s'installait. Plus je restais dans leur monde, moins j'étais sûr de nos chances. Ce n'était pas seulement que nous combattions un ennemi, c'était comme si nous étions confrontés à la structure même de la réalité, comme si tout ce qui avait semblé solide nous glissait désormais entre les doigts. Chaque nouvelle information que je recueillais me semblait être un petit fragment d'un puzzle qui devenait rapidement de plus en plus impossible à reconstituer. Il n'y avait aucune direction claire à suivre. Nous ne luttions pas seulement pour survivre, nous luttions contre une force invisible et omniprésente qui menaçait d'effacer tout ce que nous avions connu. Quand nous sommes finalement sortis à la lumière du jour, rien ne semblait comme il aurait dû. Les rues, vides et silencieuses, semblaient un étrange miroir du monde que nous avions connu. Mais ce n'était pas seulement le vide qui me troublait, c'était le poids épais et oppressant de l'air, comme si quelque chose était sur le point de se déchaîner. Ce n'était pas seulement l'absence de gens qui me troublait, c'était l'absence d'espoir. Maya nous avait conduits au sommet d'un immeuble, et je me retrouvais debout au bord, contemplant une ville qui avait été ravagée au point d'être méconnaissable. Au loin, des incendies faisaient rage, leur lueur orange coupant le brouillard, tandis que l'air lui-même avait un goût amer et âcre à cause de la fumée. Une prise de conscience soudaine m'envahit, froide et nauséabonde, nous n'allions pas arrêter cela. Pas aujourd'hui, pas jamais. Les forces en jeu ici étaient trop vastes, trop impitoyables. Nous n'étions rien de plus que de minuscules points, insignifiants face à quelque chose d'aussi énorme. Je baissai les yeux sur mes mains, sentant le poids du moment. Et puis, tout changea. C'était comme si le monde lui-même s'était momentanément plié. Le paysage autour de moi vacillait, comme si le paysage entier avait été corrompu par un problème invisible. En un instant, je ne me tenais plus sur le toit. J'étais de retour sur mon vélo, le vent me soufflant dessus alors que je filais à toute allure sur une route de campagne familière. Le goût de l'air frais remplaçait la fumée âcre, et les battements dans ma poitrine n'étaient plus une poussée d'adrénaline, c'était quelque chose de plus sombre. La panique. Elle m'envahit, et à cet instant, je savais que je ne savais pas si je m'échappais ou si je tombais plus profondément dans le cauchemar qui m'avait englouti tout entier. Le monde autour de moi se tordit à nouveau, vacillant comme une ampoule défectueuse qui lutte pour rester allumée. Un instant, je fus arraché à la réalité hors de l'espace calme et fracturé dans lequel je pensais être revenu et replongé dans le chaos. La guerre faisait rage, l'air était lourd des cris des innocents et du craquement assourdissant des coups de feu. Les flammes léchaient le ciel et les soldats se déplaçaient dans toutes les directions, chacun d'eux devenant flou dans la folie. Mais cette fois, je n'étais pas qu'un simple observateur. J'en faisais partie. Je courais dans les rues, mes mains tirant des inconnus des décombres, les guidant à travers la fumée et les décombres. Leurs visages m'étaient inconnus, leurs noms inconnus, mais les appels à l'aide me transperçaient le cœur. Chaque personne que je tirais en sécurité me semblait une petite victoire, un triomphe éphémère. Mais peu importe le nombre de personnes que je sauvais, cela ne me semblait jamais suffisant. La guerre continuait, implacable, et son poids était étouffant. Puis, tout a changé à nouveau. La vision, la guerre, le feu, les cris, tout cela a commencé à s'éloigner, comme un rêve qui s'estompe et qui vous glisse entre les doigts, peu importe à quel point vous essayez de vous y accrocher. Le bruit qui avait été autrefois écrasant, le klaxon des voitures, le crissement des pneus, le crash lointain s'est estompé en un seul bourdonnement indistinct. Mon corps sursauta comme s'il avait été arraché à la route, à la moto, à tout ce qui semblait si réel quelques instants auparavant. Mais tout aussi brusquement, la sensation cessa. Puis il y eut une douleur. Une pression vive et brûlante dans ma poitrine. Ce n'était pas le genre de douleur provoquée par un impact, ce n'était pas l'accident que je craignais. C'était quelque chose d'autre, de plus profond, comme un poids qui appuyait sur mes côtes, un rappel que quelque chose de terrible s'était passé. Et puis j'ai halté. Je pouvais respirer à nouveau, vraiment respirer, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, je savais que je n'étais plus perdu dans la vision.
Mais la douleur dans ma poitrine me troublait, elle était trop réelle pour être ignorée, mais trop étrange pour être localisée. Était-ce dû à un accident de voiture? Était-ce une douleur fantôme persistante du cauchemar que je venais de vivre? Mes pensées étaient embrouillées et je n'arrivais pas à y trouver un sens. Alors que ma respiration se stabilisait et que le monde autour de moi commençait à s'éclaircir, une chose devint douloureusement claire, j'étais réveillé ou du moins, je le pensais. Mais même alors, l'incertitude persistait. Étais-je morte dans cet accident? La guerre dont j'avais été témoin n'était-elle qu'un dernier éclair de rêve, ou avais-je vraiment traversé? Je ne savais plus ce qui était réel. Je savais que je n'étais pas au milieu de cette guerre. Je ne courais pas dans les rues en feu, essayant désespérément de sortir des inconnus des décombres. J'étais de retour dans un monde qui me semblait plus ancré, plus familier, mais malgré tout, quelque chose clochait. Le poids de cette expérience s'accrochait à moi comme une ombre, refusant de me lâcher. Assis sur mon vélo, essayant de me stabiliser, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que cette vision n'était pas seulement un souvenir déformé, mais un avertissement. Ce monde que j'avais vu, la destruction, le chaos, l'impuissance, il venait nous chercher, et je n'avais aucun pouvoir pour l'arrêter. Je pris une autre inspiration, l'air frais dans mes poumons, me ramenant à l'instant présent. Cela semblait réel, mais aussi lointain, comme quelque chose de déplacé, quelque chose d'étranger. Je réalisais alors qu'il n'y avait aucun retour à la vie que j'avais connue autrefois. Le passé, le présent, tout ce que j'avais pris pour acquis, m'échappait, me laissant suspendu entre deux mondes. Quelque chose d'autre s'insinuait, quelque chose qui échappait à mon contrôle. Et j'avais beau essayer de l'ignorer, je ne pouvais pas y échapper. Je continuais à rouler, le vent me fouettant le visage, mais l'image de ce monde de la destruction s'accrochait à moi. Je n'étais pas prête pour ce qui allait arriver, mais au fond de moi, je savais que rien ne pourrait l'arrêter.